Et donc le titre peut être La gestion du régime de croissance entre horizontalisme et verticalisme. Donc, j'ai décrit ce matin le régime de croissance dans ses généralités, hein, et dans ses effets sur la carte, on peut dire, hein, abstraitement, en parlant abstraitement. Maintenant, je passe à la question de comment ce régime, ce modèle général de société, le régime de croissance, a été géré historiquement, hein, et je pense à ce propos que ce qu'on a vu dans l'histoire de la modernité est une sorte d'alternance d'hégémonie entre ce que j'appelle horizontalisme et verticalisme. C'est une question que j'ai traitée, oui, aussi ici dans ce livre, mais qui est traitée de manière beaucoup plus large dans mon livre précédent, qui est La liberté verticale, qui n'a pas été traduit en français. Il y a la première version est en anglais, mais elle n'a pas été traduite en français. Alors, ce qu'on a vu dans l'histoire de la modernité, dans l'histoire du régime de croissance, on peut dire, j'utilise comme synonyme régime de croissance et modernité, on m'a relevé que peut-être les choses ne vont pas se surposer, mais je reviendrai sur cette question. Alors, mon hypothèse est que dans la gestion du régime de croissance, on a vu une constante alternance entre horizontalisme et verticalisme. C'est quoi l'horizontalisme et le verticalisme? Il s'agit premièrement d'un paradigme. Paradigme, c'est-à-dire, je le dis de manière très opérationnelle, c'est une manière de voir la réalité d'abord, d'analyser une approche générale, une posture par rapport à la réalité, d'une part, et donc cela c'est le versant descriptif du paradigme, et de l'autre part, il y a le versant normatif, c'est-à-dire comment organiser la réalité, comment organiser les choses, en particulier la société humaine. Donc, soit l'horizontalisme, soit le verticalisme sont des paradigmes différents, des postures différentes par rapport à la réalité et des formes de normation de la réalité, de construction de la réalité politique, hein, et institutionnelle et régulatif en particulier, hein, régulatif. Alors, l'horizontalisme, le paradigme horizontaliste est basé sur la conviction que pour comprendre la réalité sociale, je me limite à la réalité sociale, mais la chose peut être élargie, pour analyser la société, il faut partir de la base, c'est-à-dire des particules qui composent le tout, la totalité. Donc, le moteur de la société, l'engine de la société, hein, le vrai moteur de la société se trouve dans les particules singulières qu'on a à la base de la société. Hein. On la comprend en visant les stratégies des particules élémentaires de la société. De cette idée, de cette posture analytique, descriptive de la réalité, découle presque automatiquement l'idée qu'une bonne société est une société qui laisse que les particules élémentaires, les membres de la société, fassent leur propre jeu. Donc, on a une société autant plus heureuse dans la mesure où on laisse la liberté maxime aux
aux particules singulières de mener leur jeu. Hein. Alors, on peut dire que la modernité et le régime de croissance est d'essence horizontaliste. Hein. La modernité est représentée au maximum niveau, de manière, on peut dire, plus pure, hein, avec la logique et le paradigme horizontaliste. Hein, s'exprime de manière plus pure dans l'horizontalisme. Mais pendant la modernité, ce qu'on a vu est aussi l'emprise et aussi l'hégémonie, dans certaines périodes, du verticalisme, qui c'est un autre paradigme, qui part de l'idée que les particules singulières de la société n'ont pas d'autonomie, mais ils sont des exposants terminales, périphériques, d'une intentionnalité centrale. Non? Donc, la société a une sorte d'âme unitaire, organique, qui informe aussi les particules élémentaires. Donc les particules élémentaires n'ont pas d'autonomie. Et si on veut comprendre la réalité, si on veut comprendre la société, il faut rechercher cette âme invisible, cette intentionnalité centrale qui n'est pas manifeste, mais qu'il faut récupérer de quelque manière, de manière analytique, mais qui existe. Et donc, les stratégies de vie des êtres humains à la base de la société ne sont pas originaires, elles sont dérivées de cette intentionnalité centrale. De cette posture par rapport à la réalité découle une empreinte normative. Hein? L'idée, c'est-à-dire qu'une bonne société est une société qui s'organise centralement. Hein? Et si, au contraire, on laisse l'organisation de la société aux particules élémentaires, comme dans le marché autorégulé, ce qu'on a est injustice et toute une série d'effets, et une grande partie des effets qu'on a analysés ce matin découlent du fait qu'on a organisé la société de manière horizontale. Hein. Et donc le verticalisme est particulièrement critique d'une organisation de la société qui laisse le jeu aux particules singulières, et elle revendique le fait que pour construire une société juste, bonne, qui sache aussi avoir une compatibilité écologique, par exemple, il faut agir centralement. Il faut agir avec une intentionnalité centrale. Cette intentionnalité centrale peut être autoritaire, okay, mais peut être aussi démocratique. Et ça dépend comment on va construire l'intentionnalité centrale. Eh bien, le verticalisme, c'est clair que il semble un peu excentrique, on peut dire, par rapport à la modernité, mais le verticalisme est totalement moderne. Et a démontré aussi qu'il a la possibilité de gérer mieux la modernité et de réaliser mieux que l'horizontalisme les promesses de l'horizontalisme même. Alors, ce qu'on a vu dans notre histoire de la modernité, c'est une sorte de... Là, j'ajoute un nouveau morceau, une sorte de loi
de l'alternance croisée entre régulation sociale et pensée. Qu'est-ce que j'entends? J'entends que ce qu'on a vu historiquement est que quand l'horizontalisme a conquis une hégémonie sur le plan régulatif, hein, et donc l'horizontalisme s'est posé comme système régulateur central de la société, hein, dans la pensée, dans la théorie sociale en particulier, s'est développée une sensibilité verticale. C'est-à-dire l'idée que l'horizontalisme ne marche pas, c'est-à-dire l'idée que si on voit la société par l'élan de l'horizontalisme, à travers l'élan de l'horizontalisme, on ne comprend rien de la réalité sociale. Et donc, on a vu cette dialectique dans l'histoire de la modernité. Au niveau régulatif s'impose l'horizontalisme, premièrement, et au niveau de la théorie sociale, de la pensée, de la philosophie, s'impose un modèle vertical, et vice-versa. Quand le modèle verticaliste s'est imposé, on a vu dans la dimension de la pensée l'hégémonie de l'horizontalisme. Et cette dialectique a été fructueuse, on peut dire, parce que c'est comme si la pensée a entrevu de manière anticipée la crise du régime régulatoire et donc a préparé d'avance les outils institutionnels pour sortir de la crise. Donc cette dialectique entre pensée et régulation a été fructueuse dans la modernité, et bénémérite, on peut dire, et a permis aux sociétés, à la société moderne d'aller toujours plus loin, on peut dire. Ma thèse est que, de quelque manière, cette loi de l'alternance croisée s'est maintenant un peu bloquée. Hein? Et donc, la pensée n'arrive pas à sortir de la nouvelle vague d'horizontalisme dans laquelle nous sommes maintenant. Donc, ça revient aussi à celle qui est la place des intellectuels dans la modernité. Parce que, comme on nous l'a dit Karl Mannheim, l'intellectuel dans la modernité n'est plus, comme dans les civilisations précédentes, le servant du pouvoir. L'intellectuel est celui qui, de quelque manière, est en dehors des systèmes de pouvoir et peut fournir une vision différente par rapport au système hégémonique. Je ne sais pas si c'est comme ça encore, mais quand même, dans la modernité, l'intellectuel, selon Mannheim, a joué en particulier ce rôle. Alors là, je pense que la première phase de gestion du régime de croissance, c'était une phase où l'on a vu l'hégémonie de l'horizontalisme. Et cette phase, si l'on suit la datation polanyienne, va de 1815 à peu près, c'est-à-dire la date du congrès de Vienne, au 1929, mais pour Polanyi c'est le 1933, parce que le 1933 c'est la date dans laquelle les États-Unis sont sortis de la régulation monétaire basée sur l'étalon or. Hein? Et la régulation monétaire internationale basée sur l'étalon or était, on peut dire, la marque du marché à taux régulé. Le marché à taux régulé était possible
grâce à un principe d'unification qui était l'étalon or comme critère d'évaluation des monnaies nationales. Alors là, l'horizontalisme finit, s'achève, on peut dire, dans le 1933, selon Polanyi, qui n'utilise pas le terme horizontalisme, mais quand même. Alors, dans cette phase, dans ce siècle, plus d'un siècle, la forme de libéralisme est peut-être appelée émancipatrice. On a un libéralisme émancipateur. C'est-à-dire que, en dépit de la restauration qu'on voyait dans le domaine politique, parce que le Congrès de Vienne est une forme de restauration des pouvoirs nationaux et tout ça. Mais en dépit de ça, au niveau de la régulation, ce qu'on voit, c'est l'hégémonie du marché autorégulé. Donc, la forme plus extrême, on peut dire, d'horizontalisme. Et le libéralisme, on peut dire que fournit à la nouvelle vague, à la modernité croissantiste, on peut dire, la première traduction institutionnelle. Traduisez cette logique que j'ai définie de liberté dans la recherche de la valeur. Donc, le libéralisme, le premier libéralisme, le libéralisme émancipateur, qui fonde le marché autorégulé, est la première forme de traduction du principe par lequel chaque individu va à la recherche de la valeur. Et donc, ça, c'est le système qu'on a choisi et qui est hégémonique. En effet, je cite ici Karl Polanyi, il dit « La civilisation du XIXe siècle, dans cette période, 1815, reposait sur 4 institutions. La première était le système de l'équilibre des puissances qui, en un siècle durant, empêcha que surviennent entre les grandes puissances toute guerre longue et destructrice. En effet, on a presque un siècle de paix. À part des conflits locaux, on a un siècle de paix. C'est le siècle du grand marché autorégulé, c'est le siècle de la révolution industrielle aussi. Donc, c'est le grand épanouissement de la modernité croissantiste. Et même si on voit les données sur les statistiques, sur le produit national brut, ce qu'on voit est que dans cette période, on a une hausse extraordinaire de la production. La deuxième institution est l'étalon or international, symbole d'une organisation unique de l'économie mondiale. La troisième institution est le marché autorégulateur qui produisit un bien-être matériel jusque-là insoupçonné. Et la quatrième institution était l'État libéral. Et donc la forme institutionnelle libérale qui prennent les différentes puissances. L'Angleterre, la France, et comme ça. Mais la source et la matrice du système, c'est le marché autorégulateur. C'est dans les lois qui gouvernent l'économie de marché que l'on trouve la clé du système institutionnel du XIXe siècle. Donc, ce qu'on voit dans ce siècle est la progressive libération des particules élémentaires de la société de toute forme d'agrégation. La famille, le clocher, le château, la corporation. Ce qu'on voit en particulier est ce que Marx appelait la libération de la terre. C'est-à-dire que, à travers les enclosures, les extinctions des terres communes, la terre devient objet de marché, devient une marchandise comme les autres, comme on l'a dit ce matin. Le travail aussi vient à se marchandiser, parce que les travailleurs qui étaient comprimés à l'intérieur des corporations, maintenant, les travailleurs ont la possibilité de vendre leur force de travail.
de la force de travail. C'est une chose qui n'était pas... En effet, Max Weber nous dit que pour la construction du capitalisme, c'était une des conditions fondamentales, c'était la marchandisation du travail, la soustraction des travailleurs à l'hégémonie de la famille, l'économie familiale, et de la corporation. Le travailleur n'était pas en mesure, n'était pas libre de vendre sa force de travail. Il était à l'intérieur de ces formes collectives. Donc, il y a ce que j'ai défini, le paradigme de dévoilement. La terre, le capital, le travail s'émancipe, on peut dire, des agrégations sociales, de toute agrégation sociale, et devient des particules qui vont se vendre dans le marché. Ce qui se passe, au contraire, cela dans la dimension institutionnelle et de régulation sociale. Ce qui se passe dans la pensée, c'est exactement le contraire. Va acquérir hégémonie le verticalisme. La naissance de la sociologie est un signe de ça. La sociologie est une discipline verticaliste, on peut dire. La sociologie, comme nous le dit Nisbet, Robert Nisbet, dans le bouquin La tradition sociologique, est une discipline qui, à sa naissance, s'oppose au désordre. Le marché autorégulé crée des ordres sociaux, crée beaucoup de richesses d'une part, mais c'est une richesse qui est catalysée par, comme on le sait, par une spécifique classe. Et donc, paradoxalement, on a si l'on voit les statistiques, une hausse du produit extraordinaire, mais en même temps, les conditions sociales vont devenir insupportables pour les ouvriers, pour toutes les personnes qui sont obligées de laisser les zones rurales parce qu'il n'y avait plus de possibilité de survivre à cause aussi des enclosures, des restrictions des terres communes. Et donc, ils sont obligés de partir des zones rurales pour accéder à l'urbanité, à les villes qui étaient un enfer, presque un enfer. Et ils sont obligés de travailler, les mineurs travaillaient et tout ça. Donc, on assiste au chaos social par la naissance du marxisme. C'est aussi une forme de verticalisme. Parce qu'on dit la forme horizontale de régulation crée injustice, crée exploitation, crée une série de désordres sociaux insupportables. Et donc, même si le marxisme reste dans l'orbite horizontaliste, parce qu'il est fruit de la modernité, il est né aussi contre la modernité horizontale, contre cette idée de marché autorégulateur. Et la sociologie, les premiers sociologues, ce qui nous dit Nisbet, c'est vraiment curieux parce qu'il dit, même dans des auteurs qui sont aux antipodes, par exemple Tocqueville et Marx, Tocqueville conservateur, réactionnaire, on peut dire libéral aussi, et Marx, donc sur positions politiques différentes, mais ils vont raisonner, ils vont discuter, ils vont réfléchir sur les mêmes problèmes. Les problèmes créés par l'horizontalisme, les problèmes créés, des désordres sociaux créés par la modernité. Et donc, la pensée, de quelque manière, commence à voir la crise de l'horizontalisme et à penser autre chose, à imaginer autre forme de société. Émile Durkheim, c'est l'emblème, je pense, parce qu'Émile Durkheim fait ce jeu. Il dit
Euh, comme on le sait, la société, c'est une entité sui generis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la société est quelque chose qui excède la somme des individus qui la composent. Il ne donne pas aucune autonomie aux individus, il dit même que l'individu n'existe pas, hein, existe seulement la société qui a une conscience collective. Donc la conscience individuelle n'existe pas, existe la conscience collective. Donc c'est une forme extrême de verticalisme. Et il le fait d'une posture à partir d'un point de vue socialiste. Hein? Durkheim était un socialiste. Et donc, il introduit au maximum niveau, on peut dire, si Marx était ambigu sur ça, Durkheim ne l'était pas, à partir de l'analyse du désordre social créé par l'horizontalisme, il commence à voir la société de manière différente. Donc, on ne comprend rien de la société si on voit les individus. On comprend la société s'il arrive à définir la conscience collective, hein, qui est la vraie âme qui donne vie aux particules élémentaires. Et donc, cela sur le plan analytique, descriptif, sur le plan normatif, même si Durkheim a peu parlé du plan normatif, il est, dans les peu de choses qu'il a écrites sur ça, il voit une forme de socialisme basée aussi sur la corporation, basée sur des instruments qui ont été utilisés par les régimes de droite, en effet, non? Le corporatisme, par exemple. Donc, dans la pensée, on a cette forme de dialectique par rapport à l'hégémonie régulatrice horizontaliste. Ce qu'il arrive au début du XXe siècle, et c'est une crise profonde, une crise sociale qui se transforme dans la Première Guerre mondiale, et puis la crise économique qui part des États-Unis de 1929. Alors là, de quelque manière, Polanyi nous explique que cela, c'est le fruit de la marchandisation des facteurs de production. C'est la destruction de la société qui arrive à son point. Donc, la crise sociale génère des formes de réaction par la société qu'il appelle des formes d'autoprotection de la société. Dans la grande transformation, le livre de Polanyi, il dit au début du XXe siècle, on assiste partout à l'introduction dans tous les pays occidentaux de formes d'autoprotection de la société. Et donc les lois sociales, les lois sur le travail, sur l'horaire de travail, c'est la société qui intervient pour dire ce n'est pas le marché qui décide combien d'heures il faut travailler, à quel salaire, mais c'est la société qui décide pour garantir des conditions de vie digniteuses, de dignité. Cela concerne le facteur travail. Hein? Les lois sociales sont des formes d'autoprotection de la société qui vont en conflit avec l'autorégulation du marché, nécessairement. On assiste aussi au protectionnisme agraire parce que la dérégulation écologique est contrastée d'abord par les paysans qui se mettent ensemble pour protéger les équilibres écologiques qui menacent la reproduction du terrain, comment dire. Et puis, on voit aussi la naissance des banques centrales. Les banques centrales qui interviennent sur le facteur monnaie. Les banques centrales qui cherchent à stabiliser la valeur des monnaies nationales pour éviter ces tempêtes
desquelles Polanyi parlait, hein, les tempêtes monétaires qui, de quelque manière, avaient la même nature des désastres climatiques dans les sociétés primitives. Ce qui se passe, c'est que la Première Guerre mondiale dévoile l'impensable, on peut dire. Soit la possibilité que l'État puisse intervenir dans le jeu de la production. Avec la Première Guerre mondiale, l'État va introduire une forme de collectivisme de guerre. Il montre qu'il est possible de fabriquer au-delà des nécessités du marché. Et donc, paradoxalement, c'est la guerre qui introduit imaginairement la possibilité de gérer les choses différemment. Et là se manifeste le conflit entre, on peut dire, socialisme et libéralisme pour l'hégémonie dans la représentation de la modernité. Là, il y a un bouquin très de grand succès de Clara Mattei. Clara Mattei est une économiste italienne qui enseigne à New York et qui a écrit ce bouquin vraiment important qui est The Capital Order, l'ordre du capital, dans lequel elle montre que elle analyse le cas du Royaume-Uni et de l'Italie au début du XXe siècle. Comme vous le savez, le Royaume-Uni démocratique et libéral, l'Italie l'Italie qui voit la naissance du fascisme. Hein. Et c'est la première forme d'autoritarisme du XXe siècle. Et elle voit, au-delà des différentes formes politiques, hein, la tentative dans les deux pays de réintroduire les principes du marché autorégulateur qui sont mis en crise par l'économie de guerre. Parce que l'économie de guerre démontre, je cite Clara Mattei, qu'il est possible un nouvel ordre social dans lequel les associations des travailleurs auraient contrôlé en partie ou complètement les industries. Là, il y a aussi la socialisation des industries, des usines, hein, en Italie et aussi au Royaume-Uni. Hein, la possibilité de l'autogestion. Dans cette perspective, un travail émancipé aurait pu remplacer l'exploitation capitaliste et les services publics et une production destinée à l'usage, pas à l'échange, aurait remplacé la production pour le profit. Donc, ce qui arrive dans cette période est cette possibilité, la possibilité du socialisme. À ce ferment social, on peut dire, répond une partie de l'intellectualité, les grands pouvoirs financiers, qui, dans deux conférences, l'une à Bruxelles, l'autre à Gênes, la conférence de Bruxelles de 1920 et la conférence de Gênes de 1922, cherchent à rétablir ce qu'elle appelle la triade de l'austérité. L'austérité fiscale, l'austérité monétaire, l'austérité industrielle. Donc, il cherche à rétablir ces règles d'autonomie de l'économie par rapport à la politique qui vont être minées dans cette année par les germes de socialisme, on peut dire, qu'on voit partout. Alors,
ce qui s'y manifeste ici, c'est un libéralisme que j'appelle régressif. Parce que c'est un libéralisme de fait qui cherche à limiter les promesses de la modernité. Ce libéralisme régressif a une forme ouvertement autoritaire en Italie, avec le fascisme, mais a aussi une forme démocratique au Royaume-Uni. Les mêmes mesures qu'on a adoptées dans ces années d'austérité fiscale, monétaire, etc., au Royaume-Uni, ont été adoptées par Mussolini en Italie. Donc, même si, du point de vue politique, les deux pays étaient opposés, sur le plan de la régulation sociale, ils ont adopté les mêmes mesures de restauration des équilibres du siècle précédent, c'est-à-dire des équilibres du marché autorégulateur. En tout cas, ces tentatives ont été pas complètement, mais ont perdu. Par rapport au fait qu'on a vu, si on voit l'histoire d'un point de vue plus haut et plus large, toutes ces tentatives de récupérer la forme de régulation du 19e siècle ont été cassées par ce que Polanyi a appelé après la grande transformation. La grande transformation, ce n'est pas la modernité, le passage de la tradition à la modernité, mais la grande transformation coïncide avec la reprise en charge par les institutions collectives, par la collectivité, par les pouvoirs publics, des facteurs de la production, de la monnaie, du travail et de la terre. Alors c'est même le fascisme qui, au début, avait adopté des mesures libérales, dans le temps, a dû, de quelque manière, répondre au socialisme. Comment? À travers des formes de socialisme. À travers un gouvernement vertical, en donnant les maisons aux ouvriers, par exemple. Moi, je vis, par exemple, à Rome, dans un bâtiment qui était destiné aux travailleurs des postes, et qui a été construit par le régime fasciste. Cela, ce n'est pas pour dire que le fascisme a fait des choses bonnes. Pas du tout. je traite les choses au niveau général. Ce qu'on voit, c'est l'advent d'un verticalisme institutionnel qui dure longtemps, qui a une première manifestation autoritaire. D'abord, il se présente avec un visage autoritaire, donc le fascisme, le totalitarisme qui parcourt l'Europe, mais puis après, ils assument un visage démocratique, social-démocratique, le visage du, ainsi dit, capitalisme sociétaire, c'est-à-dire le grand compromis entre travail et capital, qu'on a vu se développer après la guerre. Normalement, ce qu'on voit est que sur le plan historique, on trace une sorte de digue entre les régimes pré-guerre, pré-seconde guerre mondiale, et le régime après. Et donc, en Italie, mais partout, nous avons une république qui se qualifie d'antifasciste. Donc, on peut dire le régime politique s'identifie contre le régime précédent. Mais si on voit les choses du point de vue de la régulation sociale, cette discontinuité n'est pas si évidente. Parce qu'il y a une forme de continuité qui est la forme constituée par le fait que l'État, de quelque manière, devient le maître du jeu social, on peut dire.
avec un compromis. Je ne veux pas dire qu'il s'agit de régime, que le régime social-démocrate était anticapitaliste, pas du tout. Mais quand même, les fruits du capitalisme étaient gérés par la main visible de l'État. Hein. Et là, ce n'est pas par hasard que dans les 30 glorieuses de 1945 aux années, à la fin des années 70, ce qu'on a eu, et les données nous disent ça, on a eu des niveaux d'égalité on n'a jamais vu dans l'histoire précédente de la modernité. Hein. Donc, le verticalisme, la forme social-démocrate, se démontre plus fidèle, on peut dire, au régime neutralitaire de croissance. Et là, on voit, par exemple, l'expansion de la citoyenneté sociale. On a parlé des 3 formes de citoyenneté, la citoyenneté civile, politique et sociale. Avec le welfare state, on voit l'expansion de la citoyenneté sociale. Donc, l'État intervient effectivement, concrètement, matériellement, pour garantir à chacun une dotation minimale de ressources matérielles et immatérielles, l'école, l'hôpital et tout ça, la santé publique et ça, une dotation de base afin que chacun puisse faire son jeu. Il n'y a pas un changement de régime. On est toujours dans le régime neutralitaire, d'accessibilité limitée. On est toujours dans cette forme Mais la gestion de ce régime est une gestion verticale. Alors là, avec cette gestion verticale, on a des formes de s'amortissent, on peut dire, quelqu'un des effets qu'on analysait ce matin. Par exemple, la marchandisation des facteurs productifs. C'est clair qu'avec le régime vertical, on n'a plus la destruction de la société. Donc cet effet est un peu... même au point de vue de la déprivation, ce que j'appelais la déprivation anthropologique, ce qu'on voit est que la nouvelle société de consommation fournit aux gens des formes de réversion, des formes d'expression émotionnelle qui n'avaient pas dans la modernité dure, la modernité précédente. Hein? Des formes de sortie de la rationalisation intégrale grâce à la culture de masse, grâce aux médias électroniques, à la télévision en particulier, et grâce à la société de consommation. Donc, ces forges de la société de croissance ont répondu de quelque manière, ça peut peut-être ne nous plaît pas, mais ils ont répondu à certains effets du régime de neutralité croissantiste. Mais d'autres effets se sont présentés. Premièrement, la saturation productive. Oui, 30 minutes. Premièrement, la saturation productive. Parce que le régime de croissance verticale a eu un tel succès qu'on est arrivé à une situation de saturation productive. On ne savait plus qu'est-ce que produire, que produire. L'autre question, la grande question, la question écologique. Et donc, dans le 1970, on a le premier Earth Day aux États-Unis, la première grève mondiale contre l'exploitation écologique, qui est encore vivant, l'Earth Day, le 22 avril. On a des œuvres importantes, comme l'œuvre de Ehrlich, The Population Bomb. Donc, le régime de croissance porte à une... et l'idée de croissance porte
à une croissance démographique qui est ingérable. Et aussi le bouquin Limits to Growth de Meadows, du groupe du mythe de Boston. Non? Limits to Growth et les limites de la croissance et le premier bouquin qui dénonce, la première recherche qui dénonce l'insoutenabilité de notre... et qui a été commissionné non par les activistes, mais par les grandes emprises du pétrole. Il faut le rappeler. Les premiers à se préoccuper des limites écologiques sont les dominataires, les classes dominantes. Parce qu'ils se posent le problème comment on fait à continuer à faire du profit. Alors là, je pense que le Chili représente une sorte de plaque tournante dans le libéralisme. Parce que l'histoire du golpe contre Allende par le général Pinochet. Le coup d'État. Et c'est une sorte de plaque tournante parce que, d'une part, c'est la même logique du début du XXe siècle, c'est-à-dire une forme de libéralisme régressif, contre la possibilité que le socialisme réalise mieux que le libéralisme les promesses du régime de croissance. Intervienne le libéralisme avec l'école de Chicago et avec un système autoritaire, donc libéralisme économique plus autoritarisme politique, et donc pour empêcher l'émancipation sociale générale. Mais le Chili représente encore un laboratoire d'expérimentation d'une autre forme de néolibéralisme, qui est le néolibéralisme que nous connaissons maintenant, que j'appelle néolibéralisme démodernisé. Qu'est-ce que j'entends pour néolibéralisme démodernisé? Alors, nous, on assiste à la fin des années 70 à une crise générale du régime vertical, comme on le sait, la crise des systèmes de socialisme qui va de pair avec la crise du socialisme réel. C'est toute autre histoire, mais quand même, la logique, à mon avis, c'est la même. Je pense que c'est important, pour sortir aujourd'hui du régime de croissance, d'expliquer pourquoi ce régime, le régime vertical, a fait faillite. L'interprétation mainstream, on peut dire, est que le verticalisme du XXe siècle a trahi la consigne, on peut dire, a trahi la logique d'accessibilité limitée. Je pense que cela, c'est un argument consolatoire. On se figure que les structures sociales du welfare state, de la social-démocratie, étaient des structures trop lourdes, trop disciplinantes, qui ont étouffé la créativité des individus. Donc l'interprétation qu'on voit partout, si vous analysez la littérature sur la crise de la social-démocratie, on dit toujours, eh bien, la social-démocratie a trahi la modernité, a trahi la liberté, a trahi l'expansion individuelle. Et donc le libéralisme est intervenu pour garantir cette expansion individuelle. Eh bien, mon interprétation est complètement renversée. Je pense au contraire que la crise du verticalisme, c'est la crise du régime de croissance. C'est la crise qui est déterminée avant tout de ce que j'ai appelé la stagflation anthropologique.
ce que la social-démocratie a fait est mettre la vie en sûreté, à assurer, à protéger la vie, hein, à restaurer l'habitation, comme le dit Polanyi. Hein. Le verticalisme, la grande transformation porte à une restauration de l'habitation. Polanyi dit que dans la première phase de la modernité, on assistait à un développement aveugle, à une amélioration aveugle. Hein. Aveugle, c'est-à-dire déterminé de marché autorégulateur, sans une guide. Hein. Avec la social-démocratie, on va restaurer l'habitation, l'idée que les personnes ont une vie digniteuse et sont émancipées du besoin. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, le verticalisme a réalisé la promesse de l'horizontalisme. Effectivement, réellement. Hein? Avec les grandes structures, l'école, la santé, la grande industrie de masse et tout ça, le travail à temps indéterminé, le contrôle des salaires à travers le conflit des syndicats et tout ça. Donc, on a construit un système de protection qui a permis, Bataille dit le passage de l'animal à l'homme. Bataille analyse dans la part maudite, dans les pages finales de la part maudite, les effets à long terme du plan Marshall. Et il dit que le plan Marshall aurait assuré une adéquation élevée des standards de vie, aurait permis aux sociétés d'échapper à la dimension servile. Ce qui s'est passé est exactement ça. Le verticalisme a permis l'émancipation du servile, de la dimension servile. Du fait que, comme je l'ai dit, l'individualisation a porté les personnes à penser exclusivement à la dimension servile, à la survie. L'État, comment dire en français, l'État-providence a libéré l'individu de cette préoccupation, on peut dire, et donc a porté les êtres humains de la dimension servile à la dimension souveraine. Avec le langage marxiste, on peut dire de la dimension préhistorique à la dimension historique. Marx disait, nous sommes encore dans la préhistoire. Pourquoi on est encore ici à lutter pour la survie. La lutte pour la survie est encore centrale. Et à une nouvelle manifestation avec le capitalisme, la lutte entre les classes. Avec le communisme, on entre dans l'histoire. Quand les gens sont émancipés du besoin, alors ils peuvent se dédier à ses talents, à la créativité et tout ça. On a un passage, pour le dire avec Hannah Arendt, de la zoé, qui est la vie naturelle, au bios politikos. Et donc, à la possibilité de créer la réalité avec les autres, politiquement. Alors là, c'est le point de crise, à mon avis. On peut dire qu'avec le verticalisme, on est arrivé sur le seuil de la souveraineté. Là où le problème des problèmes devient que faire de l'énergie excédente. Quand j'ai satisfait mes besoins, qu'est-ce que je fais? L'énergie que j'ai, grâce au travail à temps indéterminé, grâce à la santé, grâce à l'instruction, que fais-je de cette énergie? Alors là se montre le manque, on peut dire, de la société moderne. Parce que la société moderne n'assure plus, au contraire de la société primitive, on peut dire le service de destruction de l'énergie occidentale. Dans les sociétés prémodernes, on avait une protection sociale d'abord, et puis après, on avait aussi le service de destruction de l'énergie excédente, avec les rites sociaux, avec les rites
communautaire avec les rites de dépense décrits par Marcel Mauss, décrits par Georges Bataille, le potlatch et tout ça. Donc, comme les sociétés prémodernes, hein, la société moderne verticaliste a mis en sûreté la vie, hein, a libéré les gens du besoin. Mais, au contraire des sociétés prémodernes, elle n'a su gérer la dimension souveraine. Parce que dans la dimension souveraine, l'individu reste seul. Donc, du point de vue fonctionnel, hein, du point de vue des besoins serviles, on peut dire, de la reproduction de l'existence, on a construit une machine qui a marché très bien. Hein. Mais du point de vue de la dimension souveraine, et la société social-démocrate n'a pas su répondre. Et là, à mon avis, s'est vérifiée la paralysie sociale. Donc la fin de la social-démocratie n'est pas simplement une question de crise économique, de saturation économique. Il y a la saturation, il y a la stagflation économique, oui, mais il y a surtout une stagflation anthropologique, parce que les gens ont consommé la valeur, étaient libres de consommer la valeur, étaient libres, comme dans la logique que j'ai expliquée ce matin, d'aller vers la valeur, hein, libérés du besoin, vers la valeur, mais ils ont expérimenté concrètement la dissolution de la valeur, l'évaporation de la valeur, et donc la paralysie sociale. Ce qu'on a vu à la fin des années 70, c'est une sorte de grève métaphysique, on peut dire. Grève métaphysique parce que les gens avaient du mal à aller travailler, hein, par exemple. Cela est important. Je pense qu'il y a une... Max Weber dit une chose très importante quand il explique que une des conditions préliminaires pour le fonctionnement du capitalisme est l'existence d'une large masse de travailleurs qui non seulement sont libres de vendre leur force de travail, hein, mais qui, et il le souligne, mais qu'ils sont aussi obligés de vendre la force de travail pour avoir la vie garantie, okay, pour survivre. Hein. Donc, le travail, ce n'est pas quelque chose de volontaire. Si on n'est pas obligé, pour sa propre survie, d'aller travailler, le capitalisme s'arrête. Okay. Alors, ce qui s'est vérifié, à mon avis, c'est ça. Une fois que la vie a été mise en sûreté, les gens se sont arrêtés. Hein. Ils n'ont plus trouvé la motivation pour aller au travail, pour faire les choses qu'on fait normalement. Alors là, a eu raison une nouvelle forme de libéralisme. La lutte pour l'hégémonie a été gagnée par le libéralisme que j'appelle démodernisé. Démodernisé pourquoi? Parce que c'est un libéralisme qui n'est plus au service de l'émancipation humaine. Mais c'est un libéralisme qui est au service de celle que Max Weber appelait l'obligation substantielle. Hein? L'obligation substantielle, c'est-à-dire la survie. Alors, quand nous nous sommes trouvés sur le seuil de la souveraineté, nous avons eu devant nous deux routes complètement différentes. La première route, c'est de gérer collectivement la souveraineté. Et je pense qu'il faut repartir de là. Hein. Un projet de décroissance doit partir de là, de cette histoire qui a été interrompue. Hein. Revenir sur le seuil de la souveraineté et trouver une forme de reconnexion, de reconstruction de la communauté de liberté verticale, hein,
qui nous permet de gérer la souveraineté tous ensemble, parce que la souveraineté ne peut être gérée par les individus tout seuls. Parce que l'individu tout seul, en face de la souveraineté, se trouve en face du néant. C'est ça. Hein? C'est le nul. Hein? C'est le néant. Et donc, la souveraineté est quelque chose qui nous expose au néant, et donc il faut la gérer tous ensemble. Mais cela, on va revenir. Quelle est la recette qui a été introduite par le libéralisme démodernisé? La recette que j'appelle de précarisation mobilisante. Hein? Nous, on parle aujourd'hui beaucoup de précarisation. Alors, je pense, normalement, on attribue la précarisation à une forme de crise économique, de tout ça. Non, je pense que la précarisation, c'est une forme de politique volontaire, délibérée, hein, qui a été délibérée. On crée précarisation. On crée précarisation afin de remobiliser les individus qui ont été paralysés par la souveraineté. Donc, la recette des néolibérales, des néolibérales démodernisés, c'est la réparticularisation. On a rejeté les sujets dans une condition de particularisation dont on a parlé ce matin, hein, pure, une réparticularisation pure. Et comme j'appelle ça aussi une forme de ludisme métaphysique. Ludisme métaphysique parce que nous, comme société, on sait très bien comment faire fonctionner les choses et comment permettre à chacun d'avoir une vie libérée de besoins. Alors, est comme si les néolibéralisateurs démodernisés ont détruit la machine d'organisation sociale fournie par les social-démocrates pour faire de manière que les individus se retrouvent comme individus, traqués, braqués par l'urgence pour la vie. Hein? Et donc nous sommes dans une société très riche, mais dans laquelle la question de la précarisation revient. Hein? Nous, on peut assurer à tout le monde un travail, okay? Mais on a choisi de rester dans la précarisation. Parce que la précarisation assure quoi? Un dispositif de mobilisation. Et donc, fait repartir la société. A un effet disciplinateur, on peut dire. Et cela a été, du point de vue rhétorique, raconté, narré comme une forme de libération. Et nous, à gauche aussi, on a accepté ça. Quand on parle de tiers secteur, le service public, non, le tiers secteur qui organise. Et donc, comment, on en parlait Thierry, tu te rappelles, avec les projets qu'il faut renouveler, il faut poursuivre les formes de financement, car on sait quels sont les besoins sociaux. On peut répondre avec les services publics, c'est très facile. Non, on doit projeter de la base. On doit, et cela est conçu comme une forme de libération. Hein? Il n'y a plus la machine de disciplinement de l'État, de l'usine et tout ça. Non, maintenant, tu es maître de ton destin, tu peux faire... moi, avant de rentrer dans l'université, j'ai travaillé pour la Société pour l'entrepreneurialité juvénile. Donc, ma tâche était d'inventer avec les jeunes auxquels on disait il n'y a plus de travail, hein, et donc tu dois t'inventer ton travail. Et cela, c'est une forme d'émancipation. Tu ne vas plus dans la chaîne de montage et tout ça. Tu es libre, tu peux créer ton travail. Et c'est toute une rhétorique sur l'individualisation, une nouvelle forme de liberté, d'émancipation et tout ça. Mais cela est simplement la couverture idéologique, rhétorique, du fait clair qu'on est dans une forme de précarisation mobilisante. Et la recette qui a été inventée par Reagan, le starve the beast, non? C'est le mot de Ronald Reagan, de l'administration de Ronald Reagan, starve the beast, affamer la bête. Hein? On doit affamer la bête. La bête il se référait à l'administration publique, mais quand même on transférait
ce mot aux individus, aux citoyens. Il faut affamer les citoyens afin qu'ils se remobilisent. Hein. Et donc, l'idée avec la social-démocratie, c'est d'émanciper du besoin. Ici, il faut à nouveau remettre les sujets dans la préhistoire, dans la lutte pour la survie. L'autre mot que je trouve très significatif dans ce sens, c'est celui de Steve Jobs, qui est apparu hier, qui est Stay hungry, stay foolish. Non? Stay hungry, hein? Stay foolish. C'est l'idée de cet individu qui est affamé, qui doit se mobiliser. Hein? Et donc, là, il y a aussi une, si je la trouve, Slavoj Žižek a parlé de ça, mais pas en relation au discours que je mène maintenant, mais il nous explique vraiment le sens de l'opération, le sens de cette remobilisation des particules élémentaires de la société. Alors, il reprend la physique des particules élémentaires et il dit la masse de chacun des éléments, c'est un phénomène physique qu'on peut transférer à la logique sociale qui a inspiré le néolibéralisme des modernisateurs. La masse de chacun des éléments de notre réalité est composée de sa masse au repos plus le surplus généré par l'accélération de son mouvement. La masse d'un électron au repos est pourtant nulle. Aussi, sa masse totale est celle créée par l'accélération de son mouvement, comme si nous avions affaire à un rien qui n'acquiert une trompeuse substance que par son accélération. Alors, moi, je pense que le sujet, c'est l'électron dans les mains du libéralisme, parce que le sujet s'est retrouvé tout seul, il a découvert de n'avoir pas une substance par rapport au néant devant soi, par rapport à l'effort de souveraineté. Alors, on le fait circuler, hein? on produit une accélération artificielle, hein? Et donc il devient un rien qui n'acquiert une trompeuse substance que par son accélération. Hein? Et donc, on leur remet 5 minutes. Oui. Alors, c'est ça. Donc, on a maintenant, et je vais finir sur ça, deux dispositifs centraux du libéralisme, du néolibéralisme des modernisateurs. D'une part, la précarisation mobilisante, dont je parlais, qui se pose amont, on peut dire, et un autre dispositif qui se pose aval, qui est la dépense privée. Notre société est aussi une société de dépenses, mais est une société de dépenses complètement privatisée. De ce phénomène a parlé aussi Georges Bataille il y a longtemps. Il avait déjà préfiguré cette possibilité. Le fait que la dépense dans les sociétés bourgeoises, capitalistes, se consomme dans une dimension totalement particulière, privée, et cela, et donc, elle se consomme dans une dimension de désespération, on peut dire. Hein. La dépense est simplement la dégradation de soi, on peut dire. Hein. La dépense, c'est la consommation de substances toxiques, c'est les networks sociaux, c'est ça. On a beaucoup de dépenses dans cette société, mais c'est une dépense qui n'a pas cette fonction éminente que décrivait Bataille, de reconnaître les gens, de construire un sens, ou de détruire le sens, mais tous ensemble. Non? Et chacun de nous, individuellement, donc,
va expérimenter d'une part la précarisation et donc la course pour la survie, l'urgence pour la survie, et de l'autre part, quand il a de l'énergie excédente, on lui demande de se... je ne sais pas comment on dit en français self-squander, de se consommer soi-même, de se autodétruire. Hein? Et cela, ces deux dispositifs marchent bien. Hein? Notre société est une société de précarisation mobilisante et de dépenses privées. Et je pense qu'il faut, j'espère qu'on en parlera demain, renverser la formule et passer à une formule de protection, je l'appelle protection désactivante et dépenses collectives. Et je vais expliquer éventuellement demain cette logique qui, à mon avis, peut devenir concurrentielle, on peut dire, du point de vue politique, avec le néolibéralisme. Et c'est ça, je pense que j'ai